بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer série de vidéos, module initiation ou la programmation avec Arduino. Le premier chapitre, c'est bien des généralités sur les systèmes programmables. Donc, on va voir ensemble la définition des capteurs, en passant par les calculateurs et on termine avec les actionneurs. Toujours pour un capteur, nous avons l'entrée, peut-être un potentiomètre, une tension de plus 12 volts, un capteur CTN ou bien CTP, un capteur inductif, un capteur à effet Hall, ou bien des capteurs piézoélectriques, piézorésistifs, etc. Ou bien une sonde lambda, ou bien d'autres types de capteurs. Ça, c'est l'entrée euh, de, qui vient au calculateur, bien sûr. À la sortie, on va récupérer soit les sorties, le calculateur doit être relié avec comme matériel, soit des relais, électrovannes, un moteur électrique, un moteur pas à pas, les injecteurs, des bobines d'allumage et des témoins diagonaux. Nous avons toujours la comparaison entre homme et machine. Pour une chaîne de traitement, nous avons l'entrée doit être un état de la partie opérative ou bien de la matière d'œuvre, plus des consignes d'opérateurs ou bien d'autres systèmes. On va acquérir notre information à travers des capteurs, des boutons, des claviers, etc. On passe deuxième étape au traitement, soit à travers des automates programmables, des ordinateurs, des microcontrôleurs, des logiciels, etc. La sortie de l'information après traitement doit être communiquée à travers liaisons câblées, des écrans, des voyants, etc. pour arriver à la fin un compte rendu opérateur ou autre système ou bien des ordres vers la chaîne d'énergie. Donc, pour l'être humain, c'est l'équivalent du cerveau. Nous avons qui va manipuler sa position, par exemple, de la main par rapport à la position de l'objet traité. Quel est le concept des entrées par rapport aux sorties? Nous avons soit détection de vision, détection de la lumière, par exemple, détection des sons, détection de certains produits chimiques, soit à travers كما نقولوا الذوق ولا الشم, détection de pression ou bien de température. L'entrée doit être un signal ou bien ce qu'on appelle une information pour arriver à la sortie, c'est n'importe quel signal excité par le système d'entrée. Vous avez toujours que tous les systèmes qu'on va utiliser, ils vont calculer une entité physique. euh, donc, il y a une certaine forme à la sortie, bien sûr. On va voir maintenant quelques exemples des sorties. Donc, toujours avec le concept entrée et sortie, nous avons l'entrée, c'est un signal ou bien une information appliquée à l'entrée d'un système. Comme titre d'exemple, nous avons les boutons poussoirs, les boutons de fin de course, des capteurs de température, etc. Pour arriver comme signal de sortie, un signal produit à la sortie d'un système. Vous avez comme exemple de sortie, vous avez des LED, des moteurs à courant continu, des servomoteurs, des piezo-buzzers, des relais, des LED RGB, etc. Voici un exemple de transducteur. Vous avez que le rôle des transducteurs, bien sûr, donc soit une lampe, un microphone, un moteur à courant continu. Donc, vous avez que les transducteurs permettent de changer
l'énergie en une autre forme d'énergie. Et parmi les transducteurs, nous avons soit des capteurs, exemple un microphone, des actionneurs, par titre d'exemple, vous avez le moteur, ou bien autre, une lampe à incandescence. Toujours avec les actionneurs, ou ce qu'on appelle en anglais actuators. Donc, toujours un actionneur, c'est un exemple particulier de transducteur. Souvent, il traduit un signal électrique en une variation d'un phénomène naturel. Vous avez qu'en titre d'exemple d'actionneur, vous avez le moteur électrique, soit notre moteur, il est à courant continu ou bien à courant alternatif. Vous avez les relais, l'électrovanne, etc. Maintenant, on passe au capteur, ou bien ce qu'on appelle le sensors. Donc, un capteur, c'est un équipement permettant de traduire les variations d'un phénomène naturel en un signal, souvent de type électrique. Vous avez qu'en titre d'exemple des capteurs, vous avez le bouton poussoir, un capteur de température, photorésistance, etc. Ici, dans cette figure, on voit bien le thermomètre. Maintenant, si on va passer aux actionneurs, vous avez que les actionneurs exécutent les actions. Notre action peut être de type déplacement, émission de chaleur, de lumière, de son, etc. Donc, lorsque l'ordre donné par la partie commande, qu'en titre d'exemple des actionneurs, vous avez le moto-réducteur, le ventilateur, un afficheur LED ou bien un CD, des voyants, des buzzers, des vérins électriques. Maintenant, on passe aux différents systèmes programmables et on va commencer par les circuits spécialisés ou bien le ASIC, donc Application Specific Integrated Circuit. Vous avez que les circuits spécialisés sont des circuits spécialisés dès leur conception pour une application donnée. Qu'en titre d'exemple, vous avez le DSP, c'est Digital Signal Processing, le coprocesseur arithmétique, le processeur 3D, le contrôleur de bus, etc. On passe maintenant aux avantages et les inconvénients. Donc, les avantages, ils sont très rapides, ils ont une consommation moindre, ils sont optimisés pour une application. Mais malheureusement, leur inconvénient, c'est car ils ont une faible modularité et la possibilité d'évolution, elle est limitée et bien sûr, leur coût qui est cher. Toujours avec les différents systèmes programmables, nous avons que les systèmes en logique programmée ou en logique programmable sont connus sous désignation de PLD. Donc, Programmable Logic Device, circuit logique programmable. Vous avez le FPGA, c'est File Programmable Gate Array, réseau de portes programmable in situ. Vous avez le PAL Programmable Array Logic, réseau logique programmable. Toujours un circuit logique programmable ou bien un réseau logique programmable. C'est un circuit logique intégré qui peut être reprogrammé après sa fabrication. Il est composé de nombreuses cellules logiques élémentaires peuvent être librement assemblées. Donc, cette définition est tirée à partir de Wikipédia. Les avantages de notre circuit programmable, ils ont une forte modularité et nous avons aussi comme avantage la rapidité. L'inconvénient, c'est bien sûr la mise en œuvre, elle est plus complexe et nous avons des coûts de développement élevés. Maintenant, on passe au système microprogrammé. Vous avez les microcontrôleurs, sont typiquement des systèmes microprogrammés. En titre d'exemple, nous avons le microcontrôleur microchip, le PIC 16F690 en boîtier d'Il-20. Un microcontrôleur, c'est un circuit intégré qui contient essentiellement un microprocesseur, ses mémoires, des éléments personnalisés selon l'application, bien sûr.
Toujours, nous avons qu'un microcontrôleur contient un microprocesseur. Quel est leur avantage et inconvénient? L'avantage que nous avons une mise en œuvre, elle est simple, et le coût de développement, il est réduit. Comme inconvénient, ils sont plus lents et l'utilisation, elle est sous-optimale. Maintenant, voici une petite comparaison entre un microprocesseur et un microcontrôleur. Commencer par le microprocesseur. Nous avons le CPU et les instants seulement. La RAM, l'input, output, le timer sont séparés. Ils sont désignés comme décidateurs en, si on passe de la RAM et les entrées-sorties et des ports des entrées-sorties. Ils sont expansifs, ils sont versatilités, ils ont général proposition. Vous avez le high processing power, le high process constipation, instruction set focus on processing and self-importation. Et ils sont typiquement de l'ordre de 32 à 64 bits. Par contre, pour les microcontrôleurs, ils ont typiquement de 8 à 16 bits. D'accord? Là, vous avez par exemple le niveau des bits d'opération. Vous avez power processing power, le low processing power. Donc, la consommation d'énergie, elle est plus réduite. Maintenant, comme titres de microcontrôleurs qui sont les plus populaires et les plus utilisés, vous avez le 8051. Donc, c'est un microchip de technologie PIC, Atmel AVR, et vous avez Texas Instruments, le MSP 430 à 16 bits. Donc, ce sont tous des types de microcontrôleurs. Maintenant, on passe au microcontrôleur Arduino. Donc, pour notre microcontrôleur Arduino, on va commencer par tout ce qui existe dans notre Arduino. Donc, vous avez ici, par exemple, un trou de fixation par vis. Il est fixé sur un support non conducteur. Vous trouvez ici des LED jaunes de test. Ici, par exemple, vous avez des références analogiques. Deuxièmement, nous avons la masse des connecteurs numériques GND. Nous avons 13 entrées-sorties numériques, numérotées de 1 jusqu'à 13. Vous avez une LED verte témoin d'alimentation. Vous avez un bouton de réinitialisation, ce qu'on appelle le reset. Vous avez des connecteurs pour le téléchargement du système d'exploitation de votre microcontrôleur. Ici, c'est votre microcontrôleur. Vous avez ici des trous de fixation par vis fixés sur un support non conducteur, la même chose qu'ici. Vous trouvez aussi un port USB pour le transport des données pour l'alimentation électrique. Vous trouvez ici trois broches avec un cavalier de sélection d'alimentation. Donc, vous avez tous les cavaliers sur les deux broches du haut. Ce sont des alimentations par le port USB, comme sur cette photo. Et vous avez cavalier sur les deux broches du bas. C'est l'alimentation par connecteur, c'est dessous, bien sûr. Ici, vous avez un connecteur d'alimentation de l'Arduino. Ses besoins et varient de 9 à 12 volts. Donc, ce sont des connecteurs de 2,1 mm avec le plus au centre courant continu. On trouve ici, par exemple, deux LED jaunes ou vertes actives lors du téléchargement du programme. Vous avez ici, par exemple, les trois connecteurs numériques qui pouvant également être utilisés en générateur d'impulsion, par exemple pour des sorties analogiques avec montage spécifique, donc numéroté de 0 à 2. Ici, vous trouvez la masse de connecteurs de GND. Ici, vous avez une source de 5 volts pour les faibles puissances pour alimenter des montages drivers comme des capteurs de 0 à 5 volts. Ici, vous avez la source de 9 volts faible puissance pour alimenter des montages des verres. Donc, voici un exemple de carte Arduino, le Atmega 328 Datasheet PP 2,5. Et voici le branchement de notre microprocesseur.
Vous trouvez ici les caractéristiques de le ATmega 328. Maintenant, on passe à notre Arduino, l'Arduino du Mila 9. Donc, voici le schéma concerné le connecteur USB, le microcontrôleur, les entrées analogiques, les sorties analogiques, etc. Et la partie concernant la puissance. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo.